C'est l'histoire d'un homme qui sort de prison. C'est l'histoire d'un homme qui fait ses premiers pas d'homme libre dans un pays, l'Afrique du Sud, qui ne lui laissait aucun droit. Parce que cet homme est noir et l'Afrique du Sud vit depuis 1948 sous un régime qui est le régime le plus détesté du monde entier, l'apartheid. Et cet homme noir, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela. Son nom est devenu celui d'une cause planétaire, la lutte contre l'apartheid. Après 27 ans d'internement, il est le plus vieux prisonnier politique du monde. Le 11 février 1990, il va sortir, enfin. Après des semaines d'annonces répétées de sa libération imminente, les caméras du monde entier se sont donné rendez-vous à Parle, à une 50aine de kilomètres au nord de la ville du Cap, devant la prison Victor Verster. We've just heard that Mr. Mandela has left his home of the past 14 months. He's on his way to leave the victims of that prison. There we can see the cars coming, right below the helicopters. There's Mr. Mandela, Mr. Nelson Mandela, a free man taking his first steps into a new South Africa. Mrs. Winnie Mandela next to him, waving to the crowds. Et c'est un homme de 71 ans qui s'avance, hésitant, dans un costume gris. Tout le monde connaît son visage, mais c'est le visage de l'homme jeune qu'il était en 1964 lorsqu'il est entré en prison. Et donc, celui qui s'avance, hésitant, timide, vers les caméras, sans doute très conscient de l'immense responsabilité qui désormais pèse sur ses épaules, eh bien, au fond, on ne sait pas très bien qui il est. Et dans les jours, dans les semaines qui suivent, on va l'écouter. Et surtout, on sait que le destin de ce pays est vraisemblablement accroché aux lèvres de cet homme. Avant le 11 février 1990, on ne connaît de Nelson Mandela que quelques rares photographies en noir et blanc, datant le plus souvent des années 50, alors qu'il était un jeune homme élégant et sportif. 20 ans plus tard, ce sont ses portraits, déclinés sur des t-shirts, des badges, des banderoles, qui feront de Mandela une icône mondiale. En 1951, il devient le premier avocat noir inscrit au barreau de Johannesburg. Cette société sud-africaine, où il essaie de se faire une place, est régie depuis 1948 par un ensemble de lois qu'on désigne sous le nom d'apartheid. Ce mot, qui appartient à l'Afrikaans, la langue des premiers colons néerlandais, signifie séparation, mise à part. La société sud-africaine est divisée, une ligne de couleur. Il sépare les populations en deux parts inégales. D'un côté, les blancs, de l'autre, les non-blancs, c'est-à-dire les noirs, les indiens et les métis, qui n'ont pas le droit de vote et sont des citoyens de second ordre. Inégales en droit, les deux parties de la société le sont aussi en taille, puisque les Blancs ne représentent que 10% de la population sud-africaine. Aucun pays du monde n'a été aussi loin que l'Afrique du Sud dans cette idéologie de la séparation. Les images qui nous viennent spontanément pour évoquer l'apartheid sont celles de la ségrégation raciale aux États-Unis, qui limite l'usage de certains espaces selon la couleur de peau. Mais dans le cas américain, depuis 1896, la ségrégation était fondée, au moins en principe, sur le système séparé mais égal. Rien de tel en Afrique du Sud, où l'exclusion, en plus d'être juridique et civique, est aussi territoriale. L'habitat des non-blancs est interdit hors de zones réservées, les townships, autour des centres urbains, et les bantoustans, sortes de réserves indigènes qui grèvent le territoire national en une mosaïque d'enclaves ingouvernables.
Ce système est donc fondé sur la relégation et l'exploitation économique des non-blancs qui ont besoin d'un passeport intérieur pour circuler. Le passeport intérieur qu'on impose aux Noirs, le pass, c'est le symbole de l'apartheid, de ce système d'oppression territoriale, puisque ça oblige, au fond, les Noirs à avoir toujours avec eux cette pièce d'identité pour circuler, et ça les fait, au fond, être ce qu'ils sont juridiquement, c'est-à-dire des étrangers dans leur propre pays. C'est pourquoi la première revendication de l'ANC, à partir de 1952, c'est de détruire les passeports. Depuis la fin des années 40, Mandela est un membre actif de l'ANC, l'African National Congress, la principale organisation de lutte contre l'apartheid. En 1952, il organise une campagne de désobéissance civile au cours de laquelle des milliers de manifestants détruisent publiquement leurs passes. Mais la stratégie non violente de l'ANC est mise en échec par la brutalité du système de répression. En mars 1960, d'autres manifestations contre le passeport intérieur aboutissent au massacre de Sharpeville, près de Johannesburg. La police tire sur la foule, il y a 69 morts, 180 blessés. C'est en 1961, l'année même où son chef Albert Luthuli obtient le prix Nobel de la paix, que l'ANC opte pour la lutte armée. Nelson Mandela est l'homme de cette nouvelle stratégie, qui passe par le sabotage davantage que par l'assassinat. Il est donc, et c'est un paradoxe, cet homme de loi qui fonde la branche armée de l'ANC, Umkhonto we Sizwe, la lance de la nation. 2 ans plus tard, 19 des principaux dirigeants de l'ANC sont arrêtés à Rivonia, dans la banlieue de Johannesburg. Mandela et ses camarades sont accusés de sabotage et de haute trahison. Ils risquent la peine de mort. C'est le moment, sans doute, de plus grande visibilité internationale de Mandela, parce qu'en tant qu'avocat, c'est lui qui va plaider, et sa plaidoirie devient le grand texte de manifeste contre l'apartheid. C'est en tant que tel qu'il est traduit dans le monde entier. Ça n'empêche pas, évidemment, le verdict de tomber. Mandela est donc reconnu coupable de sabotage, de trahison, de complot, et condamné, avec tous ses compagnons, à la détention à perpétuité. Mandela est déporté à Robben Island, une île-prison au large de la ville du Cap. Il y entre un jour d'hiver 1964 et y portera 27 ans durant le matricule 46 664. Comme ses co-détenus, il sera soumis à un régime de détention particulièrement sévère. Il occupe une cellule de 2,50 m de côté. Les brimades et les insultes des gardiens sont quotidiennes. Le travail harassant, concasser des cailloux à coups de masse. Et pourtant, Mandela va faire front. Mandela devient Mandela, pour le monde, mais aussi pour ses compagnons, à Robben Island, parce qu'il fait montre d'une volonté, d'une puissance morale intransigeante, qu'il va organiser, au fond, la vie de ses co-détenus, au point d'ailleurs que Robben Island va être dite l'université Mandela. Donc c'est plus que s'organiser du point de vue matériel, c'est aussi d'une certaine manière forger dans une volonté collective un projet politique. Aujourd'hui, le Cap est une métropole dynamique dont la population dépasse les 4 millions d'habitants. À quelques kilomètres de la côte, Robben Island est devenu le symbole des années de lutte, un lieu de mémoire et de recueillement. I spent 7 years here on Robben. I was charged in 1983. Ce sont ces anciens détenus qui se chargent de faire découvrir les lieux à des visiteurs venus du monde entier. Mais l'histoire de l'île est beaucoup plus ancienne que celle de l'apartheid. Élargissons la perspective. Voyez, de son extrémité sud, on aperçoit la montagne de la Table qui domine la baie du Cap. C'est ici que s'est installée la première implantation hollandaise
en 1652, un simple fortin servant d'étape aux navires de la Compagnie des Indes orientales. Mais cet établissement devient vite le point d'appui d'une expansion territoriale et d'une colonisation de peuplement. C'est en fait dès 1658 que Robben Island est utilisé comme un bagne. Ceux qui y sont déportés sont alors les chefs des tribus locales, les Khoikhoi, qui s'opposent à la colonisation. La richesse de la colonie du Cap attire bientôt les convoitises d'autres puissances coloniales, comme l'Angleterre, qui s'en empare définitivement en 1806, précipitant le départ de milliers d'Afrikaners qui s'avancent dans l'intérieur du pays, ce qu'ils appellent le Grand Trek. Et donc, les Anglais vont coloniser les Néerlandais qui eux-mêmes avaient colonisé les populations africaines de ce bout du monde qu'est le sud du continent. À partir de ce moment-là, les Anglais administrent donc à la fois des populations blanches, mais qui sont colonisées, c'est-à-dire les Néerlandais, et évidemment les populations noires qui avaient été colonisées par ces mêmes Néerlandais. On est donc dans un système de double colonisation. La dureté du régime d'apartheid s'explique par cette longue histoire, celle de la réconciliation tacite des deux minorités blanches, anglaises et néerlandaises, au détriment de la majorité noire. Et l'histoire de la libération de Mandela est donc celle de la dernière des décolonisations pour une terre africaine qui fut la première à être colonisée. Au cours des années 80, la lutte contre l'apartheid est devenue la grande cause mondiale, la plus consensuelle en tout cas. À partir de 1985, la question au fond n'est plus de savoir si l'Afrique du Sud va quitter le régime de l'apartheid, mais quand et à quel prix et dans quelles conditions. Et là, il faut dire aussi que ceux qui vont prendre la responsabilité avec courage également, en particulier face à leur électorat, face à la minorité blanche, face à leur parti, le Parti national, ceux qui vont prendre la responsabilité de la reprise des négociations, ce sont effectivement les dirigeants sud-africains. Peter Botha, d'abord, et puis à partir de 1989, Frédéric de Klerk. C'est Frédéric de Klerk qui accélère à partir de 1989 les négociations. Et il veut négocier avec Nelson Mandela, et avec Nelson Mandela presque exclusivement. D'abord parce qu'il ne peut pas faire autrement. Aux yeux du monde, Nelson Mandela incarne la lutte contre l'apartheid, et aussi parce qu'il y a sans doute un calcul. En 1988, Mandela est transféré vers un nouveau lieu de détention, à Parle, au nord-est de la ville du Cap. Il décrit ce moment dans ses mémoires. Nous sommes arrivés devant une maison isolée de plain-pied, blanchie à la chaux, à l'ombre de très hauts sapins. Le général m'a fait entrer dans la maison où j'ai trouvé un vaste salon à côté d'une très grande cuisine, d'une chambre encore plus grande à l'arrière. Et il s'agit d'un piège, évidemment. Pourquoi c'est un piège? Parce que le contraste entre la cellule de Robben Island et cette maison confortable peut jeter un doute sur la force morale de Mandela. Va-t-il résister? Va-t-il résister à la pression? C'est évidemment une manière de tenter encore une fois de le faire céder. Frédéric de Klerk exige 3 conditions pour rompre avec l'apartheid. Que l'ANC renonce à la violence armée, qu'il renonce à la revendication d'un gouvernement majoritaire et qu'il s'éloigne du Parti communiste sud-africain. Sur ces 3 conditions, Mandela ne bougera pas de la ligne que l'ANC a définie en 1955. Il estime en particulier que le maintien temporaire de la lutte armée est indispensable pour créer les conditions équilibrées d'un dialogue de paix. Le 15 octobre 1989, de Klerk libère 7 leaders de l'ANC, dont Walter Sisulu, l'un des plus proches compagnons de Mandela. Le 2 février 1990, il annonce devant le Parlement la levée de l'interdiction de l'ANC et la libération de tous les prisonniers. L'heure de la négociation est arrivée, déclare-t-il.
Tout le monde comprend alors qu'il vient d'annoncer la fin inéluctable de l'apartheid. Mandela a souhaité que pour la sortie de prison qu'il organise lui-même, qu'il orchestre lui-même, ces geôliers blancs soient là. Parce qu'il a sympathisé avec eux, sans doute, mais aussi parce que celui qui sort de prison, ce 11 février 1990, n'est pas seulement le leader de la cause noire en Afrique du Sud, c'est celui qui va incarner, dans les années qui vont suivre, l'espoir de l'Afrique du Sud de fonder une autre nation. Et au fond, cette nation nouvelle, tout le monde est persuadé que Nelson Mandela va l'incarner à ce moment-là. Depuis 2013, un Mandela de bronze se dresse, point levé, à l'entrée de la prison Victor Verster. Mais le 11 février 1990, lorsque Mandela franchit le portail au milieu d'une foule de supporters et de journalistes, rien n'est encore joué. On pressent que cette journée va être décisive, mais personne ne sait encore quelle va être sa signification dans l'histoire de l'Afrique du Sud. À 16h, Mandela est sorti de prison, il monte dans une voiture et prend la direction du Cap. Les paysages qu'il traverse en route sont un bon résumé des contrastes du pays. Les régions viticoles de Parle, berceau de la culture afrikaner, les banlieues cossues du Cap, et enfin, les townships insalubres et surpeuplés. Enfin, il parvient à l'hôtel de ville, où des milliers de personnes attendent son apparition. L'avenir d'un pays semble suspendu aux mots qu'il va prononcer. François-Xavier Fauvel est historien de l'Afrique. Il a étudié les discours emblématiques de Nelson Mandela. Je me rappelle d'un temps absolument infini avant la prise de parole. Je me rappelle d'un événement qui avait l'air d'être complètement improvisé. Voilà. Mais en fait, en réalité, dans l'improvisation de tout ça, des choses très très signifiantes se passent. Ce qui est très intéressant dans ces premières images, c'est qu'on voit aussi un Nelson Mandela pas du tout à l'aise avec la prise de parole. C'est-à-dire qu'on a un Nelson Mandela qui a des papiers, qui a un discours écrit. On a encore un Mandela qui est encore un amateur de la parole politique. Et c'est tout à fait normal. Il faut se souvenir que la dernière prise de parole publique de Mandela, la dernière conférence de presse, c'est 63. C'est-à-dire que c'est très 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 vieux. Et tout le reste du discours, ou disons 3/4 du reste du discours, consiste à saluer les différentes communautés auxquelles il s'adresse, ou à remercier les différentes communautés auxquelles il s'adresse. Alors, il y a les militants de la première génération, il y a les militants de la seconde génération, il y a les mineurs syndicalistes, il y a les femmes blanches, il y a les associations de jeunes étudiants blancs, etc., etc. Et cette longue série d'adresses constitue en quelque sorte le discours lui-même, qui en réalité n'a pas tellement d'autre contenu que celui-là. Et pourtant, c'est en ça que le discours est important, et c'est en ça qu'il produit une espèce de miracle politique, c'est-à-dire de mettre autour de la table des gens qui ne s'étaient pas pensés jusqu'à présent membres d'une même communauté, les Sud-Africains. Mais le discours du 11 février 1990 n'est pas le requiem de l'apartheid. Tout est encore à accomplir. Et Mandela sait que l'histoire de la fin de l'apartheid reste à écrire. Pourtant, ailleurs dans le monde, certains avaient proclamé la fin de l'histoire. C'est le cas de l'Américain d'origine japonaise Francis Fukuyama, qui avait célébré durant l'été 1989 la fin de la guerre froide et le triomphe définitif de la démocratie libérale. C'est qu'il n'y avait pas qu'en Afrique du Sud que des murs tombaient. Celui de Berlin, en novembre 89, avait provoqué l'ébranlement du système soviétique. En février 90, on discute âprement de la réunification des deux Allemagnes. Václav Havel a été élu président de la République tchécoslovaque. L'URSS annonce le retrait de ses soldats en Hongrie et s'apprête à élire Mikhaïl Gorbatchev le 15 mars. Donc au total,
qu'a dit Nelson Mandela au soir du 11 février 1990 ? Il a salué ses partisans, il a remercié tous ceux qui l'avaient aidé pendant ces années de détention. Il a reconnu en Frédéric de Clercq un homme intègre avec qui on peut parler. Il a ouvert la voie à la négociation, mais il n'a rien cédé. Donc ça veut dire que rien n'est réglé. L'histoire qui commence à partir de février 90 est donc celle d'une longue et difficile négociation entre l'ANC et le pouvoir blanc. C'est en fait le chapitre le plus violent de l'histoire de l'apartheid. L'extrême droite blanche alliée avec le parti Zulu Inkatha tente, par la terreur, de faire échouer le processus engagé par de Klerk et Mandela. En avril 1994, se tiennent enfin les premières élections multiraciales de l'histoire du pays. Le 10 mai, Nelson Mandela, premier président démocratiquement élu de l'Afrique du Sud, prononce son discours d'investiture. To my compatriots, I have no hesitation in saying that each one of us is as intimately attached to the soil of this beautiful country as are the famous jacaranda trees of Pretoria and the mimosa trees of the Bushveld. Une différence presque invisible, mais néanmoins absolument essentielle entre ce discours-là d'investiture et le discours 4 ans avant, c'est l'usage du « nous ». Au Cap, en 90, nous, c'était nous les militants anti-apartheid, c'était nous les gens de l'ANC, c'était nous les vieux prisonniers. Vous, c'était la liste des destinataires autour de la table. Dans ce discours-là de 94, nous le peuple, c'est nous les Sud-Africains. Et on mesure ce qui s'est passé dans ces 4 années, c'est le tour de force absolument formidable qui transforme un puzzle ethnique en une nation capable de dire « nous ». On peut certes dire que la démocratie est grecque, et elle l'est d'une certaine façon. On peut certes dire que la démocratie est américaine ou qu'elle est française, issue de la Révolution française, etc. Mais la démocratie véritablement utile pour notre présent, c'est-à-dire la démocratie qui dit que le fait démocratique n'est pas simplement celui d'un club qui exclut des esclaves, ou qui exclut les femmes, ou qui exclut les noirs, un club qui exclut. Bon. Mais qu'elle est là pour tous, dans un système qui donne à tout le monde les mêmes droits. Cette démocratie-là, elle est authentiquement sud-africaine. Alors qu'est-ce qui fait date le 11 février 1990 ? Les historiens adorent trouver des fins au siècle. Ça pourrait très bien être une fin heureuse pour le XXe siècle. Au fond, la libération de Mandela comme la bonne nouvelle d'un siècle qui fut surtout le siècle des drames et des guerres. Et ce qui est intéressant, c'est que si on considère que ça peut faire une fin crédible pour le XXe siècle, c'est toute l'histoire du XXe siècle qu'on pourrait raconter à partir de l'Afrique du Sud. En regardant le monde depuis son extrémité sud, depuis Robben Island, on est tenté de renverser son point de vue. Ce qu'on voit alors, c'est toujours l'histoire du XXe siècle, la même histoire, notre histoire. De l'établissement du Cap à la libération de Mandela, rien n'y manque. Le nationalisme et la guerre, la colonisation et la décolonisation, l'exploitation économique, le système concentrationnaire des townships, le totalitarisme de l'apartheid, le désir de mur. Tous les maux, tous les espoirs du XXe siècle sont là. Mais, en regardant mieux, on pourrait aussi voir quelque chose de plus rare et même d'assez unique, cette possibilité incarnée par Mandela d'une réconciliation. Alors évidemment, lorsqu'il meurt à la fin de l'année 2013, tout n'est pas encore accompli, loin de là. L'Afrique du Sud est en proie à la pauvreté, est en proie à la corruption, est en proie à des formes sournoises de ségrégation que vient exciter le développement capitaliste. Reste que l'Afrique du Sud a réussi cette transition démocratique post-raciale. Reste que l'Afrique du Sud et ses dirigeants et ses populations ont réussi au fond à tracer un chemin vers la liberté. C'est ça le dernier mot des mémoires de Mandela. C'est justement cette libération d'un pays
de ses préjugés et du fait, au fond, c'est ça la grandeur d'âme de Mandela, c'est ça évidemment la portée universelle de son discours, c'est que même lorsqu'on est opprimé, on ne se libère jamais tout à fait si on ne libère pas son oppresseur.